En 1966, une adolescente de 15 ans balayait la cour d'une maison dans une avenue ordinaire de Kinshasa. Un homme la regarde. Cet homme s'appelle Mobutu Sese Seko. Il vient de prendre le pouvoir par les armes depuis exactement un an. Il contrôle l'armée, les médias, les ministères. Et là, dans cette cour, il pointe du doigt une gamine et dit à sa belle-mère « Quand mon épouse viendra ici, elle repartira avec elle ». C'est comme ça qu'Ayo Kaitani est entrée au palais présidentiel du mont Galiema. Elle avait 15 ans, elle en a aujourd'hui 65, et ce qu'elle a vu depuis le salon de ce palais pendant des années, personne dans les archives officielles ne l'a jamais écrit. Voilà ce que les témoignages directs révèlent. Les origines. Avant de parler de ce qu'Ayo a vu, posons le décor. Mobutu Sese Seko prend le pouvoir le 24 novembre 1965, coup d'État militaire. Le Congo-Léopoldville devient progressivement le Zaïre. Le pays entre dans 3 décennies d'un régime qui sera étudié dans tous les manuels d'autoritarisme africain. Les historiens parlent de kleptomancie systématique, les économistes parlent de zaïrianisation ratée, les juristes parlent de constitution taillée sur mesure. Mais Ayo Kaitani, elle, parle de la toque posée sur un tabouret derrière le salon. Ces 2 lectures ne se contredisent pas, elles se complètent. Ce que les documents officiels ne capturent jamais, c'est le rythme quotidien d'un pouvoir. Ce qu'un homme fait entre 2 décrets, ce qu'il mange, ce qu'il regarde, ce qu'il fait quand personne ne le filme. C'est exactement ce que ce témoignage documente. Et c'est là que ça devient intéressant. Parlons d'abord de la manière dont Ayo est arrivé là. Selon son témoignage direct, c'est en 1966 que Mobutu la repère. Elle est adolescente, elle habite dans la même avenue que Marie-Antoinette Mobutu, la première épouse du maréchal. La belle-mère de Mobutu est la marraine de baptême d'Ayo. Le réseau est donc familial, informel, basé sur la confiance de proximité. Mobutu ne recrute pas Ayo dans un bureau, il ne remplit pas un formulaire. Il pointe du doigt une adolescente qui balaie une cour et décide qu'elle entrera dans son palais. Ce détail est important, pas anecdotique, structurel. Pendant 30 ans, Mobutu a construit son appareil d'État exactement de la même manière, par captation personnelle, par loyauté fondée sur la dette, par intégration de personnes issues de son cercle de confiance élargi, famille, voisinage, communauté d'origine. Les ministres nommés par décret, les généraux promus par faveur et la nourrice repérée dans une cour. Même logique, même mécanique. Voilà pour ça. Passons à la suite. L'arrivée au palais. Ayo Kaitani entre au palais présidentiel du mont Galiema avec une mission précise, s'occuper des enfants Mobutu issus du premier lit. Quand elle arrive, le couple a déjà 6 enfants présents sur place, Niwa, Malou, Manda, Konga, Diako, Djamba. Les aînés vivent déjà en Europe. Elle élèvera 3 d'entre eux directement, Françoise Diako, Djamba et le cadet Kongolou, dit Saddam, qui naîtra sous ses yeux. Le palais du mont Galiema est situé sur les hauteurs de Kinshasa. C'est une résidence présidentielle, mais c'est d'abord une maison, avec un salon, des chambres en face l'une de l'autre, une télévision, des journaux empilés à côté d'un fauteuil. Ayo ne décrit pas un palais de contes de fêter, elle décrit un foyer. Un foyer dysfonctionnel, surveillé, tendu, mais un foyer. Et c'est précisément pour ça que son témoignage est irremplaçable. La toque. Revenons sur ce détail précis. La toque. Selon Ayo Kaitani, chaque soir quand Mobutu rentrait du travail, il entrait au salon et posait sa toque sur un tabouret placé juste derrière la porte. Ce geste a l'air insignifiant. Il ne l'est pas. La toque de léopard de Mobutu est l'un des symboles politiques les plus reconnaissables de l'histoire africaine contemporaine. Elle fait partie d'un costume politique délibérément construit dans les années 1970 dans le cadre de la politique d'authenticité. Le retour aux valeurs africaines proclamé par Mobutu pour se distinguer du modèle occidental et consolider son pouvoir symbolique. Cette toque, portée dans chaque discours, chaque apparition officielle, chaque portrait officiel, elle finissait chaque soir sur un tabouret derrière une porte. L'homme public s'effaçait, l'homme privé prenait sa place. Et l'homme privé, lui, regardait le journal télévisé. Le journal télévisé. Voilà quelque chose que les manuels d'histoire ne mentionnent pas. Selon le témoignage d'Ayo, Mobutu aimait regarder ses propres activités de la journée au journal télévisé du soir. Prenons une seconde pour mesurer ce que ça signifie. La télévision nationale zaïroise, sous Mobutu, était un instrument de propagande d'État.
Les journaux télévisés commençaient systématiquement par des minutes consacrées au président, ses déplacements, ses discours, ses poignées de main. Dans certaines périodes, des images de Mobutu descendant des nuages ouvraient le journal. Ce n'est pas une légende, c'est documenté par des journalistes et des chercheurs qui ont étudié les médias zaïrois de cette époque. Et le soir, l'architecte de cette propagande s'installait dans son fauteuil et regardait le résultat. Il y a deux lectures possibles. La première, un narcissisme clinique, un homme qui a besoin de se voir pour confirmer sa propre existence. La seconde, plus froide, un chef d'État qui vérifie que la machine fonctionne, que le message est passé, que l'image est conforme. Les deux sont probablement vrais simultanément. Voilà pour ça. Passons à la suite. Ce qu'il mangeait. Parlons de la table. Selon Ayo Kaitani, Mobutu aimait le gibier, le mouton, le pondu, la feuille de manioc préparée à la congolaise. Il n'appréciait pas le poulet surgelé importé. Ce détail alimentaire mérite qu'on s'y arrête. Dans les années 1970, Mobutu lance la zaïrianisation, une politique de nationalisation et d'africanisation de l'économie. Les entreprises étrangères sont redistribuées à des cadres zaïrois, les noms de villes sont rebaptisés, les prénoms chrétiens sont abandonnés au profit de noms africains. L'idée centrale, le Zaïre pour les Zaïrois, retour à l'authenticité africaine. Et dans son palais, le soir, Mobutu mange du pondu et du gibier, il refuse le poulet congelé, venu de l'étranger. Coïncidence? Cohérence idéologique, sincère? Habitude d'enfance maintenue par confort? On ne peut pas trancher avec certitude, mais l'image est là. L'homme qui prêche l'authenticité africaine la pratique aussi, au moins dans son assiette. Ce qu'on peut dire avec certitude, c'est qu'Ayo ajoute un détail supplémentaire. Mobutu ne mangeait pas beaucoup, délibérément, pour éviter de graisser. Un dictateur qui contrôle son alimentation pour discipline esthétique. Ce n'est pas anodin, c'est une facette supplémentaire d'un homme obsédé par le contrôle de son image, publique et physique. La jalousie. Abordons maintenant la partie la plus difficile de ce témoignage. Ayo Kaitani décrit Mobutu comme un mari jaloux. Et cette jalousie, selon elle, était physique. Elle raconte à soir précis. Mobutu est allé se coucher premier, Marie-Antoinette et Rio sont restés dans le salon pour finir un film. Elles se séparent, leurs chambres sont en face de l'une de l'autre. Peu après, des cris, des bruits. Le lendemain matin, après le départ de Mobutu au travail, Ayo entre dans la chambre de Marie-Antoinette. Elle trouve l'épouse du visage tuméfié. Elle prépare un cataplasme avec des feuilles d'herbe et de l'huile de palmier. Ce témoignage est direct. Il n'est pas une accusation portée devant un tribunal. C'est le récit d'une femme qui décrit ce qu'elle a vu de ses propres yeux. Il doit être traité comme tel, comme une source testimoniale, pas comme un verdict juridique. Mais il mérite d'être dit clairement. L'homme qui rédigeait des décrets sur la dignité africaine, l'homme qui se présentait comme père de la nation, l'homme dont le portrait ornait l'habillement du Zaïre, cet homme, selon le témoignage d'Ayo Kaitani, battait sa femme pendant ses crises de jalousie. Ce n'est pas une contradiction surprenante dans l'histoire des régimes autoritaires. C'est au contraire une constante documentée par les historiens du pouvoir. La violence privée et la violence publique partagent les mêmes racines psychologiques, le même besoin de contrôle absolu, la même intolérance à l'autonomie de l'autre. Voilà ce que les registres montrent, voilà ce que les témoins ont dit, voilà ce que ça signifie. Ce qui était sous l'oreiller. Il y a un autre détail dans le témoignage de Ayo que les historiens académiques ignorent généralement. Un jour, en faisant le lit, elle trouve quelque chose sous l'oreiller de Mobutu. Elle décrit cet objet comme quelque chose de bizarre sous forme d'un miroir. Elle appelle Marie-Antoinette, celle-ci déplace l'objet, sans explication. Qu'est-ce que c'était? On ne peut pas le certifier, mais ce qu'on peut documenter, c'est le contexte dans lequel ce détail s'inscrit. Plusieurs témoignages et études sur les régimes d'Afrique centrale des années 1960-1990 ont documenté le recours de figures politiques à des pratiques de protection mystique, fétiches, gris-gris, rituels de protection. Ce n'est pas spécifique au Congo. Ce n'est pas une anomalie, c'est une réalité documentée dans plusieurs contextes politiques africains de cette période. Mobutu lui-même a entretenu publiquement une image de protégé des forces invisibles. La santé. Ayo Kaitani affirme n'avoir jamais vu Mobutu tomber malade pendant ses années au palais, pas même une fièvre, selon ses mots. On ne peut pas vérifier cette affirmation médicalement, elle n'a pas accès aux dossiers médicaux et n'est pas médecin. Mais ce qu'elle documente, c'est la perception.
Et la perception, dans un régime autoritaire, est aussi importante que la réalité. Un chef d'État qui ne tombe jamais malade aux yeux de son entourage immédiat, c'est un chef d'État dont l'invulnérabilité est confirmée quotidiennement par les gens les plus proches de lui. La propagande officielle n'avait pas besoin d'inventer l'immortalité de Mobutu, elle avait juste besoin de ne jamais la contredire. Et dans le palais, personne ne la contredisait. L'absence de prière. Un dernier détail que le témoignage d'Ayo soulève et qui mérite attention. Selon elle, Mobutu et son épouse n'allaient pas à l'église. Même le dimanche, la famille restait au palais. Il n'y avait pas de prière visible, même en privé. Ce détail contraste avec l'image publique soigneusement construite de Mobutu comme défenseur des valeurs morales africaines. Le discours officiel de l'authenticité était aussi un discours sur la spiritualité, les ancêtres et les valeurs. Ce que personne ne dit. Il y a une question que ce témoignage pose indirectement et que personne ne formule clairement. Combien d'autres Ayo Keitani existent-ils ? Combien de personnes ont traversé les coulisses de ce régime, domestiques, nourrices, cuisiniers, chauffeurs, gardes rapprochés, et portent des mémoires que les archives officielles n'ont jamais enregistrées ?